Josephine. I won't leave you waiting in between. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité. Mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman de 4 petites filles qui ont la chance d'avoir 2 mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 3 de la saison 4. Et voilà arrivé notre dernier rendez-vous à 7 voix avec la famille d'Odile et Françoise. Cette fois, les 7 voix ne sont pas les mêmes, puisque nous retrouvons dans cet épisode la génération des petits-enfants, Juliette, Guillaume, Marine et Amélie. J'ai trouvé très intéressant de découvrir comment et quand ils avaient compris que leur famille était extraordinaire, de constater que leur militantisme en découlait pour certains, et que tous, quel que soit leur âge et leur situation, étaient solidaires de leur mamie. Je le relève parce que ce n'est pas toujours le cas dans toutes les familles, on ne le sait que trop bien. La moindre secousse dans les fondations peut faire éclater une fragilité et créer une scission parfois définitive. Les histoires de famille ne sont pas un long fleuve tranquille et avoir le même sang ne garantit pas une loyauté indéfectible. Alors vous me direz que tout est une question d'éducation. Oui, c'est certain, mais pas que. Parfois, en tant que parents, on aimerait que l'éducation que nous apportons à nos enfants soit une garantie de leur conviction. Et pourtant, il est si important qu'ils construisent et défendent leur propre avis. Je vous laisse infuser tout cela et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour. Encore un épisode à 6 voix cette fois-ci. Mais quel épisode! Donc, je suis aujourd'hui avec Guillaume, Juliette, Amélie, Marine, Françoise et Odile, qu'on a déjà entendu dans les 2 épisodes précédents, pour nous raconter leur histoire de vie, en fait, leur chemin de vie. Et donc, cette fois-ci, on est avec la 3e génération, donc les petits-enfants de Françoise et Odile, pour nous raconter, eux, leur vécu de leur famille, globalement, en fait, qui est une famille lambda pour tout le monde. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter les uns après les autres? Alors, je vais faire dans l'ordre d'apparition, on va dire. Est-ce que Guillaume, tu peux te présenter? Ok, donc moi je suis l'enfant de Jérôme, donc le fils de mamie, donc Odile. Je m'appelle Guillaume, j'ai 21 ans. Voilà, je suis en études encore actuellement et tout se passe bien. Impeccable. Parfait, merci beaucoup Guillaume. Merci. Juliette. Oui, alors je m'appelle Juliette et je suis la fille d'Emmanuel, donc la fille d'Odile et la sœur d'Amélie. Et donc moi je travaille depuis 1 an et demi à la radio. Enchantée. Et alors là, vous n'avez pas l'image et finalement, je pense qu'il va peut-être falloir quand même que j'identifie tout le monde sur des visuels parce que ça va pas être simple avec juste les voix pour que nos auditeurs puissent mettre des visages sur des noms. Mais merci en tout cas d'être rendu disponible. Et pour vous dire, on m'aurait pas dit que c'était la sœur d'Amélie, je pense que je n'aurais jamais deviné. C'est pas possible. Elle est aussi brune qu'Amélie est rousse. Mais c'est ça. Mais même la couleur de peau, tout, c'est l'opposé. Et le même super caractère. Ah, c'est ça. C'est ça. Et la même mamie. On a le même humour. Et la même mamie. C'est ça aussi alors. Aussi, donc mamie Odile. Et mamie Françoise au final. À toi Amélie. Moi je m'appelle Amélie, je vais bientôt avoir 28 ans à force d'en avoir 26 et je suis la fille aînée d'Emmanuel et du coup la première des cousins. Ah oui, toi t'es l'aînée de tous les cousins. Bah oui, forcément. Attention, ça en impose du respect. Marine. Et du coup Marine. Moi je suis la petite sœur donc de Guillaume, le 2e enfant de Jérôme et donc la petite fille d'Odile.
Et moi, je fais encore des études. Je n'ai que 19 ans, donc je suis la petite dernière des cousines à l'inverse d'Amélie. D'accord. Bon, je crois que je vais faire un arbre généalogique, hein, parce que sinon je vais m'y perdre, c'est sûr. On t'a évité nos frères et sœurs de la famille recomposée avec Juliette. On a pris que Oui, c'est les... vrai. D'accord, oui, bah, valait peut-être mieux, parce que là, moi, vous m'auriez perdu, je pense. Et donc, du coup, Odile et Françoise, qu'on a déjà écouté, entendu dans le premier épisode de cette saison. Bienvenue à vous. Bonjour. Alors, on est là pour évoquer aujourd'hui le quotidien d'une famille qui est complètement, transgénérationnelle, mais bon, en même temps, c'est normal, comme toute famille, hein, intergénérationnelle même plus exactement. Comment vous, les petits-enfants, vous avez compris et perçu que votre famille pouvait être extraordinaire? Extraordinaire. Moi, techniquement, je m'en suis jamais vraiment rendu compte. C'est quelque chose d'assez pas normal pour moi parce que j'ai grandi avec. J'ai grandi avec Françoise autant qu'avec mamie, donc pour moi, les deux sont autant mes grand-mères. Bien que j'appelle mamie et Françoise Françoise. Et c'est la seule chose qui me fait me rendre compte que c'est incroyable, comme vous dites. C'est plus quand j'en parle aux gens, ils sont là en mode waouh, c'est génial, c'est la première fois que j'entends ça. Enfin, c'est plus la réaction des gens, moi, qui me fait rire. Mais oui, c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment, avoir deux mamies. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de familles qui ont deux mamies. Oh, il y en a plus qu'on pense. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on se rend pas compte. C'est fou. Et ça fait du bien de l'entendre. Parce que finalement, on traverse les générations. Juliette, pour toi, ça s'est passé comment? En fait, moi, c'est un petit peu pareil que Marine, c'est-à-dire que jusqu'à mes 9-10 ans, j'avais même pas j'avais même pas trop compris, quoi. Je me disais juste, c'est mamie et Françoise, je les ai toujours vues ensemble. Je fais toujours, quand je viens chez elle, je fais toujours des choses avec elles toutes les deux. Françoise, elle m'a appris à faire de la guitare. Mamie, elle m'aidait à dessiner. Donc, en fait, c'était pas du tout un sujet pour moi. J'étais juste chez mamie et Françoise rétrospectivement, je trouve ça même un peu étonnant que maman, ou peut-être qu'elle me l'a dit, qu'elle m'en a parlé, que je m'en rappelle pas, c'est possible. Mais j'ai pas le souvenir que quelqu'un ait formulé quelque chose de l'ordre de c'est un couple homosexuel et elles sont amoureuses, quoi. Mais peut-être que je l'ai oublié, je sais pas. Oui, après, je suis pas sûre que ce soit comme ça qu'on s'adresse à un enfant, et puis finalement, tu vois, comme c'était dans l'ordre des choses. Oui, tout à fait. Ouais, mais c'est en y réfléchissant, quoi. J'ai pas de souvenir. Ouais, non, mais c'est... J'arrive pas trop à me positionner. Je sais pas comment mes filles nous décriront quand elles seront en âge d'être maman. Mais je crois qu'en fait, c'est tellement dans la réalité. Enfin, tu vois, c'est tellement ancré que finalement, ça s'explique pas dans une famille, au sein même d'une famille. Et donc, toutes les deux, vous êtes les filles de Emmanuel. Guillaume et Marine, vous êtes les enfants de Jérôme, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et donc, Guillaume, toi, t'es le grand frère du coup de Marine, pardon, je refais le lien un petit peu. C'est pareil, ton papa, il t'a jamais parlé, il t'a jamais expliqué votre schéma familial? Non, pas du tout. Moi, depuis tout petit, j'allais, je me souviens, rue Bon Pasteur, chez les mamies. C'était l'ancien appartement des mamies. Donc, pareil, j'y allais. Pour moi, c'était mes mamies, tout simplement. Et puis, je pense aussi que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais qu'elles ont jamais voulu vraiment montrer ce côté-là. Donc, je m'en suis jamais rendu compte. Puis, pour moi, c'était quelque chose de... C'était normal, tout simplement. Voilà, c'est normal. Oui, mais oui. Mais en fait, c'est ça, c'est votre normalité. Vous quatre, vous avez donc deux mamies et un papy. D'accord. Ce ne serait pas le cas des enfants de votre oncle. Adrien, merci. T'as bien compris que j'avais les appels prénoms. On l'appelle pas tonton Adrien. Vous l'appelez Adrien? Oui, mais c'est... En fait, il est plus proche de notre génération presque que de celle de nos parents, en fait. Donc, nous, limite, c'était presque un cousin, quoi. Enfin, on jouait aux cartes Magic, il m'a fait découvrir le jeu de Go. Bon, alors pas moi. Hein. J'ai joué aux cartes Magic, mais j'ai l'impression qu'il avait pas trop envie de jouer avec moi. Non, mais il nous pilait ses figurines de dinosaures. Ah oui, des dinosaures. Ouais. Et
tous ces mangas. On avait tous ces mangas. On jouait à FIFA et on regardait Dragon Ball. Ouais, donc en fait, il faisait le lien entre les deux générations. Ouais. C'est ça. Il est beaucoup plus jeune c'est le plus jeune de sa fratrie, quoi. Mais moi, tu m'as pas posé la question que t'as posée aux 3 autres, mais je peux y répondre quand même ou pas? Oui, pardon. Je suis désolée, Amélie. Non, mais en vrai, c'est juste que j'ai pas la même réponse que les autres, en fait. C'est que moi, je me souviens que ma mère utilisait le terme homosexuel et qu'il n'y a jamais eu de secret au sein de la famille, de la part de ma mère. Mais que je me souviens que vers, je sais pas, je devais avoir 11-12 ans, un truc comme ça, il y avait Adrien qui était venu avec un copain dans notre maison avec les mamies pour un week-end. Et à un moment, j'étais avec lui au bord de la piscine et il me fait, mais du coup, Odile et Françoise, elles sont amies. Et là, ça m'a fait un espèce de flash où je me suis dit, putain, mais en fait, ça fait des années qu'on dit qu'elles sont amies, mais elles sont pas amies, en fait, elles sont amoureuses. Pourquoi est-ce que... Et j'ai eu un espèce de flash de, quand elle venait nous chercher au square, ma nourrice qui disait, ah bah voilà, Odile et son amie. Et je trouve qu'il y avait quand même ce décalage où c'était d'une évidence absolue au sein de la famille qu'on avait 2 mamies, que Adrien avait 2 mamans, que nos parents avaient 2 mamans, mais où à l'extérieur, on limite on le cachait, mais sans faire croire qu'il y avait un grand-père, mais juste une espèce de brouillard un peu gardé volontairement. Et moi, je me souviens quand même beaucoup de ça. Et du fait, une fois que j'avais cette réalisation-là, j'ai aussi été marquée par le fait que quand on était chez vous, les mamies, vous nous cachiez vachement que vous étiez, que vous étiez ensemble en fait. Le fait que il y avait 2 chambres, le fait que, il y a peut-être une fois où je me suis levée dans la nuit et où vous m'avez entendu et j'ai vu Françoise sortir de la chambre de mamie et je me suis dit, ah bah tiens, elle doit être en train de regarder un film, mais juste pas du tout. Vous nous faisiez croire que vous dormiez pas ensemble. Vous dormiez ensemble, bande de mythos, quoi. Oui, mais après, on était petits aussi, mais quand tu regardes aujourd'hui, c'est un peu la même chose finalement. Bah non, aujourd'hui, elles dorment dans la même chambre. Non, mais oui. Mais je sais pas comment expliquer. Mais je pense qu'il faut quand même, il faut quand même revenir sur l'architecture de l'appartement des mamies parce que c'est quand même quelque chose qui peut un peu brouiller les pistes. C'est-à-dire que elles ont acheté 2 appartements à la base qui étaient 2 appartements distincts et elles ont cassé le mur elles ont créé une porte entre les 2 appartements et donc Françoise avait sa chambre, il y avait sa salle de bain, ses toilettes, son salon, mamie de l'autre côté aussi. Donc aussi ça c'est vrai que ça faisait qu'on avait l'impression qu'il y avait les appartements de Françoise, les appartements de mamie. C'est très étonnant. Ça aussi, ça a participé au quiproquo. Au brouillard. Non mais c'est ça que je veux dire, c'est que d'un côté, il n'y a jamais eu de révélation choc, il n'y avait pas de secret. Enfin, je veux dire, on savait qu'elles étaient ensemble et en même temps, il y a plein de trucs qui disaient secret quand même, en fait. C'est ça que je trouve un peu surprenant. C'était de la discrétion. Oui, c'était de la discrétion, mais je me souviens très bien du premier geste de tendresse que j'ai repéré entre vous deux, mamie et Françoise, quand on était dans la maison de campagne à Montbenoît, et on était tous dans le salon cuisine, là, à l'entrée, et Françoise, t'as passé ta main dans le dos de mamie. Et ça m'a pas choquée dans le sens, oh mon Dieu, des lesbiennes, mais ça m'a marqué parce que je me suis dit, putain, c'est la première fois que je vois quelque chose, en fait, d'amoureux, en fait. Alors que c'était pas un secret de famille. Et c'était pas du tout un secret, mais parce qu'elles sont extrêmement discrètes. Exactement. La discrétion engendre le secret. Bien sûr. Et donc c'est marrant parce que par contre, vos copains, eux, ils percevaient bien qu'il y avait un truc qui était pas classique, quoi. En l'occurrence, moi, ce truc du secret, c'est un truc qui m'a pas mal marqué parce que la seule fois où j'avais moins que 10 ans, je devais avoir 8 ans, je pense. J'en ai parlé à ma meilleure amie de l'époque, en lui disant, en fait, on le dit pas trop, mais moi, j'ai 2 mamies qui sont amoureuses, en fait. Et sa seule réaction, ça a été de me dire, mais t'as pas peur de l'être, toi aussi? Ah. Et alors?
Et en fait, ça a créé un problème, hein, franchement. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi je me suis mis en tête que il fallait pas qu'on puisse dire que c'était héréditaire à cause de moi. Elle dit donc t'avais une sacrée réflexion à l'époque, hein, déjà. Ouais, non, j'avais des soucis. En même temps, j'avais des grand-mères lesbiennes. Je veux dire, faut bien que ça laisse des marques. Amélie. Oh, je rigole. Ah non. Et j'en ai eu 2-3 des moments comme ça où en gros, j'ai quand même passé moi pas mal de temps à me convaincre que non, je pouvais pas être lesbienne parce que c'était déjà pris dans ma famille en fait. Il pouvait pas y en avoir plusieurs. Cette case-là, elle est déjà cochée. Ça marche pas. Tu peux prendre toutes les autres. Choisis. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit, Guillaume, Marine et Juliette? Est-ce que vous avez eu cette réflexion-là? Pas du tout, jamais. Bah en fait, je sais pas. Enfin ouais, je sais même pas si. Enfin, je sais même pas si un enfant se pose ce genre de questions. La preuve que si, puisqu'Amélie, ça non mais je sais pas si je me suis dit ça tout de suite, mais ça a planté une graine qui, au fur et à mesure que j'ai grandi, a donné ça, je pense. Il y a eu un truc comme ça, mais en effet, à partir de ce moment-là, j'étais en mode, en fait, faut pas que, enfin voilà, faut pas quoi. Et donc t'as fait tout le contraire. Ça a très très bien marché. La force de persuasion, l'autoconviction. Vraiment la plus hétéro des 4, quoi. Vraiment. Non, c'est faux. Bref, en tout cas, on sait très bien, donc on va pas débattre de ça, que la sexualité des uns ne présage pas la sexualité des autres. Donc, on va oublier cette question-là, soyons clairs. Hein. Non, mais c'est dans mon cerveau d'enfant. Enfin, non, mais bien sûr. Et puis je vais te dire, c'est pas toi qui as pensé, c'est ton ami qui t'a posé cette question, mais tu aurais pas pensé spontanément. Donc voilà. Et du coup, à tous les 4, dans votre ouverture d'esprit aujourd'hui, est-ce que vous pensez que que l'homosexualité de vos grands-mères, ça a participé à vous ouvrir sur peut-être d'autres sexualités, peut-être même d'autres cultures? Est-ce que vous avez cette sensation d'ouverture ou en fait pas du tout et vous avez grandi de façon lambda? Comment tu pars du principe qu'on est ouvert d'esprit? J'en sais rien. Mais si ça se voit, c'est marqué sur votre figure. Si, non, c'est sûr qu'on est forcément. Moi, je me considère quand même assez ouverte d'esprit. C'est pas quelque chose qui, pour moi, c'est carrément normal. Après, je sais pas si c'est ça qui a participé ou pas, très certainement, mais en tout cas, je suis assez ouverte d'esprit, c'est sûr. J'en doute pas du tout, en fait. Et Juliette et Guillaume? Vas-y, Kiki. Non, mais moi, c'est pareil. Hein. Enfin, c'était juste quelque chose de basique. Donc pareil, je suis assez ouvert là-dessus. Puis de toute façon, j'ai une famille qui est un peu là-dedans. Donc forcément. Militante, tu veux dire par là-dedans? si j'étais pas ouvert là-dessus, ça aurait pas collé. Donc non, mais je pense que c'est venu. C'est juste quelque chose qui est venu naturellement, en fait. Oui, je suis assez ouvert là-dessus. Et toi, Juliette? Oui, moi, en fait, encore une fois, je trouve ça un peu... C'est-à-dire que moi, vraiment, quand j'étais petite, pour moi, il y avait même pas de sujet du tout, en fait. Donc, il y avait pas non plus d'éducation à l'ouverture sur d'autres sexualités, quoi. C'était juste... c'était mes grands-mères et donc en fait après effectivement quand je suis rentrée dans l'adolescence et que j'ai commencé à comprendre et qu'on a mis des mots dessus et que après moi c'est vrai que Emmanuelle, donc la fille d'Odile, ma mère, est quelqu'un d'extrêmement ouvert sur toutes les questions elle est très progressiste quoi, même de manière générale, donc je pense que c'est son éducation à elle qui nous a aussi ouvert sur tout et après, c'est vrai que avoir des personnes, quand je me suis rendu compte qu'elles étaient amoureuses, j'ai eu envie, dès qu'il y a eu la question du mariage pour tous, etc., c'était une évidence pour nous, enfin pour moi en tout cas, qu'il fallait qu'on se batte pour ces droits-là, parce que c'était, en fait, c'était même pas compréhensible qu'on puisse être contre, en fait. Mmh. Je pense que ça, pour le coup, c'est quelque chose qui s'explique par le fait qu'on a des grands-mères homosexuelles, c'est que quand il y a eu les manifestations, il y avait un truc... moi, je sais que ça m'a énormément touchée, je pense plus que la moyenne, parce que j'avais mes grands-mères homosexuelles. Ouais.
Ouais, ça t'a apporté un côté aussi militant parce que, parce que tu défendais ta famille, quoi. C'est ça, c'était pas perçu comme du militantisme même pour moi, mais c'était quelque chose qui, au fond de moi, me révoltait, quoi, qu'il y ait des gens qui puissent, voilà, être contre un droit fondamental qui touchait des personnes de ma famille, quoi. Mmh. Et aujourd'hui, est-ce que vous militez? Alors, j'ai la réponse pour Amélie, mais on va quand même en parler. Mais est-ce que ça vous a donné envie de militer pour cette cause-là, ou peut-être même pour d'autres? Parce que des fois, on est touché par d'autres problématiques ou discriminations qui font qu'on a envie de s'investir. Ou vous ne vous sentez pas l'âme militante, quoi? Non, moi je me sens pas l'âme militante. Après, c'est sûr que si quelqu'un vient, vient avec des propos pas du tout cohérents, je vais discuter avec lui, je vais essayer de lui faire comprendre. Mais sinon, non, je me sens pas forcément militant à ce sujet. Moi, pour ma part, je pense que si un petit peu, je vais essayer de, comment dire. Je sais que par exemple le mariage pour tous, c'était comme a dit Juliette quelque chose de normal pour moi. Donc si s'il y avait une pétition signée ou des choses comme ça, ou bah je serais la première à les signer. Donc sur ce sujet-là, si je pense plutôt comme ça. Après, ça a toujours été pour beaucoup de sujets qui me touchent, mais sur celui-ci, oui, plutôt. Amélie? Est-ce que vous avez souvent ou parfois affaire à des gens homophobes ou qui soit par injure, soit par réflexion, sans qu'ils sachent de quelle famille vous venez, tout ça? Est-ce que je me demande toujours si c'est quelque chose de répandu ou... Bah, les insultes homophobes, c'est un peu la norme, hein, quand même. On va pas... Non, mais C'est ça. dans ton, par exemple, Guillaume, dans tes copains, ou je sais pas, dans ton milieu, ou... Alors, il y a des propos, mais moi-même, j'en ai tenu plus petit, des propos, mais c'est des insultes lambda, c'est comme si j'insultais quelqu'un, voilà. Mais on se rend pas compte à cet âge de la signification du truc. Puis après, il y a aussi, moi, je fais beaucoup de matchs de foot, enfin, voilà, il y a pas mal d'insultes aussi dans ce milieu-là, mais je pense qu'il n'y a pas de fond vraiment homophobe. Et s'il y en a vraiment, ça m'est jamais arrivé, mais s'il y en a, je discuterai avec eux volontiers. Mais j'en ai jamais eu de vraiment, de propos homophobes pensés très profonds, on va dire. Mais non, c'est juste enfin voilà, c'est vrai qu'il y a souvent des insultes. Et moi, j'en ai connu. Bah, j'étais collège, lycée public, lycée pro, donc forcément, bah souvent ça parlait pas forcément euh, très bien. Et puis c'est vrai que ce genre d'insultes, je l'ai entendu plusieurs fois, mais je pense que tu les as entendus et tu les utilisais allègrement aussi. Oui, tu les utilisais allègrement aussi, donc tu fais gaffe devant les mamies, mais enfin, je veux dire, quand t'étais petit, on s'est quand même bien pris la tête parce que tu utilisais des insultes homophobes devant les mamies et que ça me rendait dingue, quoi. C'est ce que j'expliquais juste avant, mais comme je disais, je me rendais déjà pas compte pour les mamies. Pour moi, c'était juste quelque chose de normal et je faisais même pas le lien avec ça. Et en plus de ça, l'injure en soi, je la prenais pas comme telle. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais pas sur le fond, quoi. C'est-à-dire que si l'insulte la plus utilisée, ça avait été fiente de pigeon, t'aurais dit fiente de pigeon, quoi. Mais j'entends pas, oui. Voilà, exactement. Non, c'est totalement ça. Il n'y avait pas de dans mes propos, quoi. Mais comme ceux des autres, je pense que c'est pareil. Des discussions avec un homophobe, j'en ai jamais eu de ma vie. Et il doit en avoir sûrement beaucoup, mais pas dans mon entourage. Ce qui est rassurant. Parce que, enfin, je pense que tu croises quand même une bonne frange de la population et qui ne connaît pas ton histoire et ta composition familiale. Et donc, ça veut dire que quand même les esprits sont relativement ouverts. Bah oui. Mais moi, je me souviens mon année de première, donc on était en 2011, 2012, non 2011. Donc pas très longtemps avant le mariage pour tous. J'avais choisi comme sujet pour mes TPE, donc en gros un exposé l'homoparentalité, donc un état des lieux de la société, tout ça. Et une fois qu'on faisait notre présentation, on était un groupe de 3, à la fin de notre présentation, comme à chaque fois, on laissait le reste de la classe poser des questions, et sauf que nous, suite à notre exposé,
c'est parti en débat en fait sur est-ce que faut laisser les homosexuels avoir Ouais, c'est le risque. Hein. Et je pense que les profs auraient dû gérer différemment. Et en l'occurrence, personne ne savait que j'avais 2 mamies parce qu'on le disait pas. Enfin, je disais je vais chez mes grands-parents. Et ça a été un peu ardos. Et j'ai regretté le soir même de pas m'être levée en mode en fait vous y connaissez rien, moi je sais de quoi je parle, genre je suis la 2e génération donc venez pas m'expliquer que c'est pas possible parce que je suis la preuve vivante que ça l'est en fait. Et je n'ai pas osé le faire. Mais à partir du lendemain, j'ai arrêté de dire je vais chez mes grands-parents. Et j'ai commencé à dire je vais chez mes mamies. L'esprit de contradiction. Voilà. Et alors ouais, c'est ça. Et alors, les réactions? Et en fait, rien du tout. Ah si, moi quand je dis ça, les gens à chaque fois ils sont là, tu as chez tes grands-mères, et moi je me fais un plaisir d'expliquer. J'adore. Oui, non mais je veux dire par rapport au fait que ça avait été un débat assez violent la veille, il n'y a pas eu de retour de bâton quelconque, c'est passé. Voilà, où ils sont là, attends, tes grands-mères, et genre ils sont perdus, ils pensent que tous mes grands-parents habitent ensemble. Dans une grande maison, tous ensemble. C'est ça, donc je leur explique que non, elles sont que 2. Oui, cette remarque aussi. Excellent. Et au moment du mariage pour tous, vu qu'on en parlait, moi j'avais pas encore fait mon coming out, je l'ai fait quelques mois après, mais les premiers mois où je militais, j'expliquais à tout le monde que c'était pour mes grand-mères que je me battais. Et alors, là, les réactions, parce que, enfin, moi, je pense que je suis pas la seule à trouver génial d'avoir des mamies, des générations de mamies qui sont en couple. Ça donnait quoi les réactions? Ben, en vrai, à chaque fois plutôt positif. Hein, bah après, je parlais pas directement avec les militants de la Manif pour tous, donc je sais pas comment eux ils auraient réagi. Mais j'étais pas mal dans le milieu associatif et dès qu'il y avait possibilité, enfin on me demandait soit d'écrire un article, soit de participer à une interview, soit là, enfin c'était pas trop la mode des podcasts, donc on faisait pas de podcast à l'époque, mais c'est devenu, mais parce que le fait de mettre nos vécus en avant, c'est hyper militant, donc je donnais mon vécu de petite fille de Mamie Gwyn et à chaque fois les gens trouve ça génial, quoi. Mais oui, c'est ça. Vous êtes jamais retrouvés confrontés, justement, comme le disait Françoise, à des réflexions. Une fois que vous aviez dit que vous aviez 2 mamies, alors les gens, je suis sûre qu'il y avait des gens interloqués, mais vous avez jamais été confrontés à des réflexions homophobes ou maladroites, on va dire, ou dans la compréhension? Non. En fait, je pense que déjà, parce que c'est pas un secret dans notre famille, que c'est parfaitement assumé, enfin en fait, je pense qu'on a vraiment été élevés dans le fait que c'était les autres le problème, c'était pas notre famille, et donc que c'était qu'on n'avait pas à avoir honte de quoi que ce soit. Je pense que tous les gens à qui on le dit avec un tel naturel, voire un tel aplomb dans certaines situations, que même ceux qui pourraient être désagréables, ils essayent pas, quoi, parce qu'ils sentent que c'est pas, enfin, je sais pas comment vous vivez, surtout Guillaume et Marine. Non, mais on m'a jamais fait de remarques négatives, en tout cas. Enfin, je vais pas souvenir, en tout cas, ou alors la personne l'a gardé pour elle, mais. Oui, mais de ta génération, Marine. Mais des générations des générations au-dessus, non plus. Non, bah pas pour ma part non plus. Mais c'est vrai qu'on a déjà fait la réflexion de mais tes mamies elles vivent ensemble, mais comment ça se fait, ton père, ta mère, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que tu as répondu? Non, je dis que j'ai 2 mamies qui sont lesbiennes et que voilà, mais après j'ai jamais eu de remarques derrière, quoi que ce soit, c'est comme si je disais que j'avais 2 grands-parents, voilà. J'ai 2 grand-mères. J'ai 3 grand-mères, du coup. Oui, en plus, vous en avez je sais pas combien avec Marine des grand-mères. Nous aussi, on en a beaucoup en famille recomposée, ça multiplie, quoi. Moi aussi, oui. Imaginez en avoir 2 qui sont ensemble sur 6, c'est pas énorme, en fait, hein. Le ratio est pas... Non. Et puis, de toute manière, j'ai envie de dire, on touche pas aux mamies. En plus, on touche pas aux mamies. Donc et surtout pas ces 2-là. Particulièrement pas ces 2-là. Non, mais c'est chouette de voir que, tu vois, justement, quand c'est la normalité, que les enfants soient 2, 3, 4 ans ou qu'ils en aient 18, 20, en fait, les gens, ils se permettent pas de s'immiscer. C'est acquis, c'est acté, c'est comme ça. Ils vont pas avoir l'envie d'aller détruire quelque chose, quoi.
Chez les enfants, j'entends. Non. Non. Donc, c'est hyper rassurant pour les générations futures. Ouais, le seul gros problème du coup de la génération future, je pense, avec ce sujet-là, ce sera les réseaux sociaux. Parce que moi, c'est les seuls endroits où j'ai vu des vraies insultes, des choses assez graves qui ont été dites et que, bah, pour le coup, j'étais révoltée et limite prête à rentrer en débat, quoi. Mais les réseaux sociaux, globalement, de toute manière, sont hyper agressifs et autour de tous les sujets qui, j'ai envie de dire, sont ceux des cours de récréation, en fait. On se retrouve avec du harcèlement, voilà, scolaire qui dévie sur les réseaux sociaux. On va avoir du cyberharcèlement aussi autour du handicap, autour de, en fait, de toutes les caractéristiques extraordinaires, en tout cas qui sortent de l'ordinaire. Oui, mais en même temps, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a quelque part, les réseaux sociaux ont vachement aidé à la normalisation des vécus queer. Exactement. C'est tout le pendant du truc. Pendant tout le mariage pour tous, comme je disais, dès que j'ai pu écrire un article, j'ai écrit un article pour Mademoiselle, il a été vachement lu, quoi. Et je sais que de temps en temps, ils le ressortent quand il y a des journées nationales ou que sais-je, quoi. Parce que ça permet de toucher vachement plus de gens. Parce que certes, on touche les gens, voilà, quand on discute, ah là là, j'ai deux grands-mères, mais les réseaux sociaux nous permettent d'avoir encore d'utiliser encore plus ce vécu pour rentrer dans la vision du monde des gens. Ouais. Donc c'est un double tranchant. C'est ça. Mais ça permet vraiment de visibiliser. Mais encore une fois, on va pas aller toucher aux personnes qui sont visibles et qui ont de l'audience, on va dire. Par contre, toutes les personnes qui sont plus invisibles, bah, c'est souvent elles qui prennent, quoi. C'est ça la difficulté dans les réseaux, quoi. Donc bon, clairement, les réseaux, c'est là où je pense que sont véhiculées les insultes et les menaces les plus difficiles. Et pour le coup, moi, je pense que je me rends même pas compte parce que entre Marine et moi, il y a 22 ans, ça commence à piquer. Limite, tu pourrais être ma fille, Marine, tout va bien. Ouais. Et je pense que la génération de Marine ne vit pas les réseaux sociaux comme nous, on les vit. En tant qu'adulte. Non, c'est clair. On est quand même beaucoup moins influençable, beaucoup moins manipulable. On en reparlera, hein, ça dépend des gens, mais moi, beaucoup moins manipulable que les plus jeunes qui ont moins de conviction ou en tout cas moins ancrés. Ouais, ça dépend. Faut pas les sous-estimer là. C'est la génération qui va changer le monde. Ouais, mais je crois. On n'a pas de marge d'erreur, hein, par contre, avec cette génération. Et vous, Odile et Françoise, du coup, par rapport à vos petits-enfants, Amélie, elle le disait tout à l'heure, en fait, vous vous comportiez très certainement de votre façon naturelle, enfin, classique. Mais est-ce que vous leur avez expliqué à un moment donné votre histoire à vous, votre relation, ou est-ce que ça a coulé de source? Non, on peut pas dire qu'on s'est pris à part pour expliquer. Je peux pas dire même qu'on y a pensé, on en a même pas parlé de ça. C'était vécu. On avait l'impression que notre relation à eux était, et c'est vrai, était complètement asexuée, quoi. Donc c'était très très clivé. On vivait quand même dans la discrétion, ça c'était vachement important. Dans la pudeur et tout ça, il fallait pas trop. Odile en plus était bien là-dedans. Moi aussi un peu. Et parce qu'on sentait que, je sais pas, on était dans une société où il fallait quand même faire attention au boulot et tout ça. Enfin, on pouvait se mettre en danger. On n'avait pas confiance, quoi. On n'a pas eu d'agression manifeste, soit l'une soit l'autre, ou de désagréments liés à notre homosexualité, mais on sentait qu'il fallait faire attention et être discrète. Et donc, par rapport aux petits-enfants, du coup, ça ne venait pas l'idée d'expliquer. Il n'y avait pas non plus de questions. On a l'impression d'avoir des questions derrière. Enfin, par exemple, le questionnement d'Amélie, moi, je l'ai pas senti. Et bon, je regrette maintenant parce que on aurait pu discuter. Le questionnement que tu as eu à 9 ans, tu vois. Ah oui, je croyais que tu fronçais les sourcils pour. Parce qu'il y a mon fils qui fait la gueule. Ah bon. Et donc ça, moi, je l'ai pas senti. C'est dommage. J'aurais pu. Comme quoi, on passe. Alors, pour le coup, j'en ai pas parlé avant. En fait, c'est quand j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête et d'assumer que j'étais lesbienne que j'ai commencé à en parler, hein. Mais avant ça. Oui, mais on aurait pu sentir quand même des choses, nous. On pouvait sentir quand même des choses. Et
on n'osait pas trop. De toute façon, je pense qu'on n'avait pas très, enfin, on n'avait pas très envie. On préférait que les petits enfants soient hétérosexuels parce qu'ils auraient moins de problèmes. Enfin voilà, c'est vraiment le truc c'est vrai. Basique quoi. C'est plus facile, la vie est plus facile quand on est hétéro que quand on est homo. Enfin, c'est l'idée qu'on en avait. Maintenant, je crois que je change un peu d'avis parce que mais au début c'était ça quoi. On avait l'impression que quand même d'être hétéro, d'être homo, c'était un peu aller au-devant des problèmes de la vie. Bon, voilà, ce qui est pas tout à fait faux quand même. C'est de moins en moins vrai, on va dire. Voilà, c'est de moins en moins vrai, c'est vrai. Notre vie est beaucoup plus facile maintenant, là, toutes les deux. Notre vie sociale est beaucoup plus facile, plus légère, quoi. Avant, c'était quand même parfois. Moi, je me souviens d'avoir eu des sentiments très schizophrènes, quoi, des dédoublements, des choses comme ça, de pas être pareil à la maison et à l'extérieur. Ah, ça devait être hyper difficile. Oui, c'était douloureux, quoi. Et donc là, avec les petits enfants, on était, je sais pas comment dire, on était un peu sexués, quoi. On marchait comme ça. Vous étiez potes, hein. Franchement, vous étiez potes. Pardon? Vous étiez coloc, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, un peu, on se présentait en coloc, mais on avait aussi adopté, je pense, cette manière de faire de survie, quoi, un peu de trucs, sans poser plus de questions. Et on n'était pas malheureuse, hein, c'était une façon d'être, sécurisante pour nous, je pense. Et c'est vrai que même nous, on vous posait pas de questions. Enfin, moi, j'ai commencé à vous poser des questions quand moi j'ai fait mon coming out. Oui. Quand on a, enfin voilà, quand on s'est mis à parler de ça, et moi, ça m'intéressait vachement de savoir comment vous aviez vécu votre sexualité et tout ça. Mais c'est vrai qu'avant ça, on n'en parlait pas, mais même entre nous, en fait, même nous, les cousins, on s'est mis à en parler une fois qu'on était adultes. Mais avant ça, vraiment, on faisait comme si. Quand est-ce que vous avez compris que c'était un sujet? Bah, comme je te disais, moi, je l'ai compris vers quand je me suis dit, mais pourquoi on le cache en fait? Enfin, juste pourquoi on le cache? Ça n'a aucun sens. Et du coup, entre cousins, vous êtes tombés d'accord sur quoi finalement? Enfin, quelles ont été vos discussions? Je sais pas, on en parlait encore à Noël là. Ouais. En fait, ouais, c'est ça. On n'en parle pas plus que ça parce que pour nous, c'est quelque chose de tellement normal. En fait, c'est comme si j'allais chez mes autres grands-parents qui sont hétéros et qu'on parlait de mes grands-parents qui sont hétéros. Genre, ça viendrait pas à l'esprit parce qu'on a grandi avec. Du coup, c'est... En fait, le truc aussi, c'est que moi, je pense que si nos grands-parents paternels avaient été plus sexués ou que vraiment il y avait eu des signes amoureux entre les deux, tu vois, entre Jacques et Françoise, et qu'on avait vu le contraste avec Mamie et Françoise qui, elle, était vraiment très pudique, quoi, on se serait dit, bah, il y a peut-être, tu vois, il y a un truc mais moi, j'ai beaucoup plus de souvenirs de Papou et Doudou qui se... Aucun, moi. Ah si, moi, je me souviens les avoir vus s'embrasser, enfin... ne serait-ce que quand ils se font des cadeaux à Noël ou pour leurs anniversaires... Alors que les J'ai vraiment pas de souvenir, mais après, je pense que ça questionne aussi le côté ultra narcissique des enfants entre 0 et 10 ans. T'as l'impression que tes grands-parents, ils sont là pour toi et tu t'imagines pas que c'est juste tes enfants et que tu es grands-parents et tu t'imagines pas avoir une vie amoureuse ou sexuelle. Encore une fois, moi, vraiment. Quand tu t'en vas, ils s'assoient à la table de leur salon et ils attendent que tu reviennes ou quoi. C'est ça. C'est ça. La vie, elle s'arrête. C'est tout à fait ça. Après, c'est vrai que souvent les grands-parents, de toute manière, globalement, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu avec les miens. Mais moi, j'ai jamais vu des grands gestes d'affection entre mes grands-parents. Oui, des petits. Les grands-parents, ils faisaient semblant de pas dormir dans la même chambre. Parce que moi, les miennes, elles font ça. Ah non, ils faisaient pas semblant, ils dormaient pas dans la même chambre. Mais bon. Mais moi, je sais que le tout premier geste, enfin, je sais pas si c'est le tout premier, mais en tout cas, c'est le seul qui m'aura marqué depuis que je suis née, quoi. Le seul que j'ai retenu, c'est à leur mariage quand elles ont dû se faire un bisou. Parce que c'était obligé en fait, parce que sinon je n'aurais jamais vu. Elles avaient le droit. C'était l'espace pour. La première, et encore c'était limite sur la joue. Ouais, c'était pas très voulu. Ouais, je me souviens. C'était pareil. Mais sinon, je sais que c'est papa moi qui me l'a dit pour le coup.
Moi, je sais même plus comment je l'ai. Ah oui, donc toi, ton papa, il t'a expliqué quand même. Il m'a pas expliqué, non, je sais pas. En fait, j'allais presque tous les mercredis chez les mamies, donc. Et parce qu'on avait les parents séparés avec Guillaume. Du coup, au début, ils avaient pas trop de nounous, ils savaient pas trop comment nous faire garder. Du coup, on allait tout le temps chez les mamies. Et un jour, j'ai dû lui parler l'une des deux. Il me fait, mais Marine, bah, t'as quand même bien compris qu'elles sont amoureuses, les mamies. Et moi, j'étais toute petite. Alors, je dis, non, c'était pas si évident que ça, en fait. Mais je me souviens même plus si j'étais choquée ou pas sur le moment, quoi. Ouais, mais en même temps, je veux dire, quand t'es petit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, tu penses pas que les gens puissent avoir une relation amoureuse. Enfin, tu vois, limite même tes parents, des fois, il faut quand même un peu de temps pour que tu te dises, ah, mais en fait, ils s'aiment. Ils se le prouvent. C'est ça. En fait, je ne suis pas l'unique objet de leur attention. Il y a aussi le conjoint. Mais c'est vrai, le parallèle que faisait Juliette sur nos autres grands-parents, c'est que je pense qu'avec les mamies, on a toujours senti qu'il y avait une retenue par rapport à, est-ce qu'on peut appeler ça de la honte ou de la pudeur, peu importe. Alors que nos autres grands-parents étaient en effet relativement chastes aussi, mais moins par obligation. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y avait quand même ce truc particulier chez les mamies. Mais voilà, mais maintenant je me fous de leur gueule, moi, quand je les vois faire. Ah bah ça y est, maintenant qu'elles se lâchent, tu te fiches d'elles. Comment tu veux que ça marche, quoi? Non, justement, je me fous de leur gueule quand elles se lâchent pas. Mais il y a des trucs que maintenant vous permettez de faire, vous faisiez pas du tout avant, ou alors auxquels on faisait pas gaffe. Mais je me souviens la dernière fois qu'on est allé. Pourquoi on est? Je sais plus, mais enfin. Où vous parlez beaucoup plus de votre homosexualité, où c'est beaucoup plus... Mais peut-être parce que vous êtes plus à l'aise d'en parler, parce que je vous ai forcé à en parler. Je sais pas comment vous en parlez avec les autres, mais moi je sais qu'on en parle à chaque fois, quoi. Ne serait-ce que parce que je vous ai embarqué au festival et que on s'est fait une journée où on était entouré de centaines de mamans lesbiennes enfin et du coup, parce que je sais pas, il y a un côté un peu libératoire pour vous aussi, quoi. Bah, je pense que c'est ça, parce que moi, honnêtement, j'ai jamais eu de discussion vraiment axée là-dessus avec les mamies. Enfin, en tout cas, on n'en a jamais parlé, je crois. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les mamies, mais on n'en a jamais parlé vraiment réellement. Enfin, j'en ai jamais parlé avec vous réellement. Non, mais c'est comme si tu disais mais que tes parents, Jérôme et Carole, t'ont jamais parlé de leur sexualité, te dire qu'ils sont hétéros, tu vois, c'est. Et Amélie, justement. Donc nous, on n'y pense pas. Oui, mais justement, moi, je vous parle pas de votre sexualité, parce que quand même, ayons un peu des limites, s'il vous plaît. Oui, mais j'ai pas envie de savoir. Mais je vous fais parler de votre vécu de lesbienne. C'est pas du tout la même chose que votre sexualité, parce qu'en fait, finalement, l'orientation sexuelle va au-delà de la sexualité. C'est tout un plat dans la société. C'est des réflexes qu'on prend parce que on est homo, parce qu'on est queer quand on n'est pas homo et qu'on est autre chose, mais. Et puis vous êtes des témoins de l'histoire lesbienne que nous dont on a besoin, parce que nous on se rend pas compte de ce que vous avez vécu, de la façon dont vous deviez vous comporter. Ça nous paraît presque, je vais pas dire délirant, parce qu'on sait bien que c'était compliqué, mais c'est pas ce qu'on vit nous aujourd'hui. Mais en fait, je trouve qu'il y a un parallèle à faire entre comment vous gérez votre homosexualité et comment nous on gère votre homosexualité en tant que vos petits-enfants. C'est peut-être moins vrai pour les trois autres, donc je vais pas parler à leur place, mais ça se trouve ils seront d'accord avec moi quand même. C'est que je pense que notre fierté de vous avoir comme mamie, elle est proportionnelle à la honte que vous avez ressentie, en fait, en tant que femme homosexuelle. Sympa. Et le truc, c'est que je sens à quel point on est fiers de vous, et moi, ça me fait beaucoup de peine de me dire que vous n'êtes pas aussi fiers de vous que nous, on est fiers de vous. Oh, bah si, on est quand même. Oh, si, on a assumé, hein. Non, c'est pas vrai, mamie, c'est pas vrai, en plus. Non, moi, je suis d'accord avec Amélie, je l'ai déjà dit, mais moi, je suis la première à me vanter d'avoir des mamies lesbiennes, je trouve ça vraiment marrant, quoi. Et j'adore la réaction des gens, j'adore. Mais maintenant, on assume, c'est ça que tu veux dire. Oui. Maintenant, oui.
Avant, c'était dur, hein. Oui, c'est ça. Mais maintenant, c'est bon, on est bien, hein. Oui, on est bien. Oui. Et vous faites même des podcasts pour en parler. Oui. Et puis c'est vrai aussi que Emmanuel, moi je trouve que Emmanuel, elle est aussi pour beaucoup, elle a été Très ouverte. Oui, très ouverte. Et puis je pense elle a été aussi déstabilisée, je pense. Et elle a un peu raconté ça au dernier podcast. Et je sais pas de quelle manière elle nous a quand même aidé, accepté discrètement. Ouais, non. Après, oui, c'est quelque chose qui vient de nos parents aussi, comme vous n'en avez pas parlé. Moi, je sais que c'est papa qui m'en a parlé et qu'il me l'a fait comprendre pas d'une manière avec aucun, comment dire, pour que je me fasse mon propre avis, en fait. Il m'a pas dit ce qu'il en pensait ou quoi. Pour lui, c'était normal aussi, donc je sais pas. Alors, moi, ce que j'avais peur pour Jérôme, j'avais peur qu'il pense qu'on n'aime pas les mecs. Bon, je pense qu'il s'en est rendu compte, malheureusement. Mais on aime bien les mecs. Oui, mais on aime bien les mecs. Voilà. On n'a pas envie de vivre avec eux. Et justement, quand on parle de vos parents, parce que quand on en a parlé dans le dernier podcast, après peut-être que je vais dévoiler des choses. Tu vas encore créer des problèmes. Je vais créer des problèmes. Je sens que je vais créer des problèmes. Non, je rigole. En fait, vos parents, ils disaient que ils avaient mis du temps quand même à admettre et qu'il y a eu des moments où ils ont été un peu dans le dur, quoi. Est-ce qu'ils vous ont parlé de ce que... Enfin, bon, pour ça, effectivement, il aurait fallu qu'il y ait un vrai sujet, hein, mais peut-être qu'ils vous ont parlé de ça. Et que pour eux, ça n'avait pas forcément été simple au départ. Et comment dire, notre père est Jérôme Piquet, quoi, donc ouais, on sait beaucoup de choses, on va dire, mais du coup oui, il nous en a parlé qu'effectivement au début c'était compliqué, mais après c'est une question encore une fois de génération et que à cette époque-là c'était beaucoup plus compliqué. Il nous a bien expliqué qu'après il l'avait complètement accepté, qu'il en avait parlé avec Tati Emmanuel et que voilà, pour lui, ça avait jamais été, à part le tout début, mais ça avait jamais été un gros problème pour lui, quoi. Tu te souviens, pendant le confinement, Marine, il y a un moment où on faisait un apéro Zoom et où on est restés nous deux avec les mamies. Oui. Et où on s'est rendu compte que nos parents respectifs nous avaient dit l'inverse. C'est-à-dire que les deux nous avaient dit que ça avait été beaucoup plus dur pour l'autre que pour eux-mêmes. Genre, moi, ma mère m'a dit que ça avait été beaucoup plus dur pour ton père et papa, il m'a dit que ça avait été beaucoup plus dur pour Tati. Ouais, un peu, ouais, c'est ça. Ils veulent se jeter la pierre un peu à l'un et à l'autre. Ils veulent pas avoir été celui qui avait l'idée la plus fermée, quoi, en gros. Ils veulent que ce soit l'autre. Oui, les quelques parents qui apprennent que leurs enfants sont homosexuels, par exemple des parents de 60 ans qui apprennent que leur fille de 20 ans est homosexuelle, ils en ont souvent quand même besoin d'une semaine ou de 15 jours pour digérer le truc. Tous, enfin, comme ça, je sais pas. Quelques années, quoi. Encore maintenant. Je pense que nous, du fait... Ça s'accepte pas comme ça, clac, ah oui, ah bon, t'es homosexuel, d'accord. Maintenant, de plus en plus souvent, il y a de plus en plus de parents qui réagissent comme ça. Moi, ma mère, elle a pas eu besoin de 2 semaines pour se remettre de mon coming out. Hein. Mais ta mère, elle connaissait. Bien sûr, ce que je veux dire. Elle a rien découvert. Ce que je veux dire, c'est que c'est possible. Mais du coup, c'est un effet normal que ça marche aussi dans l'autre sens, c'est que quand les parents font leur coming out, les enfants aussi aient droit à un petit moment de battement. Et moi, je savais pas que maman l'avait mal vécu, hein. Mais non, parce qu'elle nous raconte à quel point ça a été facile pour elle. Alors que mais après, ça peut être compréhensible dans le sens où, comme Amélie a fait son coming out, je sais plus à quel âge t'as fait ton coming out, j'étais trop petite, je pense. Mais comme Amélie, du coup, elle était pas hétéro. Je pense que Tati, elle voulait pas non plus que ça te blesse le fait qu'elle l'ait mal pris au début. Mais encore une fois, c'est une question de génération et elle était extrêmement jeune et à ce moment-là, on n'avait pas les mêmes façons de penser. Et aujourd'hui, elle le prend tellement bien que c'est même plutôt rassurant pour les personnes qui ont les esprits plutôt fermés aujourd'hui. Oui, puis elle a pas dit qu'elle l'avait mal vécu, hein. C'était pas dramatique, hein. C'est juste que oui, il y a eu un temps d'adaptation et qu'au départ, c'était pas. Il y a un temps de stupeur, comme on dit. C'est ça, exactement. Plus un temps d'adaptation, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. En gros, c'est ça. dire un truc?
Ouais, non, ce que je voulais dire, c'est que nous, c'est aussi différent de nous. Tati et papa, ils ont vécu avec papy et mamie pendant je sais pas combien d'années. Je sais pas Tu juste l'appelles papy, toi? comment? Vous l'appelez comment, vous? Nous, on l'appelle grand-père. Ah non, Bah, papier. ouais. Mais jusqu'à 17 ans, tu dis, Françoise? Attends, il avait quel âge, Jérôme? 12 et 15, je crois, quand ils l'ont appelé. 14-15, un peu comme ça. 14-15, enfin bref, voilà, du coup, ça fait quand même, 15 ans où, ils ont vécu avec papy et mamie, donc c'est différent, il y a cette chose où, enfin, nous, on a vraiment grandi directement avec ça et voilà, c'était très, très naturel. Peut-être que eux, ils avaient ce côté, où ils avaient leurs parents hétéros et du jour au lendemain, ils ont pas trop compris ce qui s'est passé. Donc, je pense aussi, il y avait cette chose qui était un peu plus, je sais pas comment, Inhabituel. Attendu, ouais. Mais en fait, c'est ça aussi, c'est qu'il y a aussi fallu gérer. Enfin, tu vois, c'était un embrouglio entre. Il y a la séparation des parents, et ça, c'est compliqué pour les enfants. Ça, c'est le côté hyper difficile. Exactement. Et en plus de ça, la séparation, elle amène à. Donc, finalement, je pense que tout était brouillé, quoi. Bah, c'est ça, ils ont peut-être tout mélangé ou j'en sais rien, mais déjà, oui, une séparation, c'est pas facile, surtout quand on est petit, on comprend pas forcément les histoires de grands. Et en plus de ça, voilà, c'était peut-être un peu plus, inattendu pour eux, voilà, que cette orientation, enfin, un changement, mais voilà, c'est cool. Ouais, complètement. Ben nous, moi, je suis fière d'avoir les 4 petits là qui sont là présents. Petits. Les 4 petits enfants, c'est vachement bien, oui, parce qu'on a fait beaucoup de choses avec eux et c'est merveilleux, quoi. C'est vrai. C'est super de les avoir. C'est vraiment chouette, ouais. Franchement, même moi, je suis très fière de les avoir, donc. Non, mais c'est chouette parce qu'on sent dans toute la famille, en fait, une espèce de solidarité que je trouve hyper belle. Alors, on a envie de se dire, dans une famille, c'est normal. En fait, non, c'est pas... Enfin, il y a plein de familles où il n'y a pas cette solidarité, cette loyauté. Là, il y a une loyauté de ouf. C'est dingue. C'est les mamies, quoi. Mais c'est ça. C'est ça, on sent que vous avez généré vraiment une fusion autour de vous. Ouais. Et ça, c'est vachement beau, je trouve. Enfin, c'est hyper beau. Trop fiers. Tu m'étonnes. On est fiers de vous, hein. Bon, ouais. Ils sont tous super, les 4, là. C'est pas rien pour nous. Ah oui. Compte énormément, oui. C'est beau. Je suis désolée, mais ça m'émeut vachement. En tout cas, moi, ce que je constate et ce que j'ai envie de noter et enfin, en tout cas, de faire ressortir de cet épisode et de ces épisodes, c'est que finalement, votre histoire familiale, c'est pas un sujet. C'est un sujet dans le cadre du militantisme parce que vous vous sentez investi, que ça vous a vraiment clairement, vous avez été éduqué dans des valeurs qui sont fortes et dans le respect de l'autre, j'ai envie de dire. Mais de tout ce qu'on vient de se dire, il n'y a pas de sujet. Votre famille, c'est votre famille, point. On a réussi à faire 3 épisodes sur rien, quoi. C'est ça que t'es en train de dire. Merci. C'est ça, exactement. 3 épisodes pour se rendre compte que, en fait, il n'y a rien, ouais. Il n'y a rien. Non, mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, le titre de mon podcast, c'est « Les enfants vont bien ». Ça, c'est une conviction que j'ai. Mais là, ça se vérifie, en fait. Et d'une, les enfants vont bien. Et de deux, les petits-enfants vont bien. Et l'arrière-petit-fils est bien en forme aussi. Mais Il a l'air en pleine forme. Mais il peut pas encore trop s'exprimer. Donc, on lui demandera dans quelques années de nous donner sa version des faits. Il a son épisode réservé dans la saison 42. Voilà. Ce sera peut-être pas moi qui la ferai, mais ouais. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir bien voulu, alors vous ne me connaissiez pas, vous confier à moi. C'est vraiment merci. C'est une belle preuve de confiance. Et je sais que Amélie est pour beaucoup, donc merci Amélie. Merci Amélie. Merci de nous faire témoigner. C'est chouette qu'Amélie nous fasse témoigner tous là. Ouais. Merci, oui. Merci. Et puis du coup, je vous retrouve très bientôt pour cette fois-ci l'enregistrement de l'histoire d'Amélie et Nathan. Intéressant. Oui, j'en ai encore découvert tout à l'heure, donc j'ai très très hâte de cet enregistrement. En tout cas, merci beaucoup à tous et puis je vous dis à très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Bon week-end. À bientôt. Salut Guillaume, gros bisous. Salut.
J'espère que ces épisodes, un peu différents de d'habitude, vous auront rassuré, qu'ils vous auront renforcé dans vos convictions et qu'ils vous auront aussi fait replonger dans les interrogations que l'on pouvait avoir avant que le mariage pour tous et la nouvelle loi bioéthique soient votés. Alors que l'on s'entende bien, le combat est encore long pour que toute la communauté LGBTQIA+, ait accès aux mêmes droits, et ces interrogations sont encore le quotidien de bien des familles. Et puis, on ne le sait que trop bien, qu'il suffit d'un changement de pouvoir pour que tout soit remis en question. Alors profitons des avancées, mais ne lâchons pas le militantisme et la visibilisation de nos familles. Si j'insiste sur ce point-là, c'est parce que nous retrouvons Amélie et Nathan la semaine prochaine pour nous raconter leur parcours d'accès à la parentalité en tant que parent trans pour Nathan et maman lesbienne pour Amélie. Enfin, vous me demandez souvent comment soutenir le podcast. Le meilleur moyen est de lui donner plus de visibilité, partage sur les réseaux sociaux, notation sur les plateformes d'écoute, bouche à oreille, et je sais qu'il fonctionne bien. En gros, faites du bruit. Plus vous en ferez, plus ma reconnaissance sera grande. Merci pour votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone.